Nous sommes à présent en 1954. Les choses ont beaucoup traîné en longueur depuis le premier procès de Marie Bénard à Poitiers. En effet, celui-ci a eu lieu depuis plus de 2 ans, alors qu'initialement, la cour d'assises avait laissé 2 mois aux experts pour réaliser les contre-expertises que le juge Roger avait refusées pendant l'instruction. 2 ans au lieu de 2 mois. Mais il faut dire qu'entre-temps, de multiples rebondissements ont tenu le public en haleine. Les experts ont remis un premier rapport en décembre 1952, mais les magistrats poitevins n'en sont pas satisfaits. En effet, les analyses montrent que la terre du cimetière elle-même contient de l'arsenic. Mais les experts répondent que le poison contenu dans les corps des défunts n'a pu être absorbé qu'avant leur mort. Évidemment, les avocats de Marie Bénard contestent cette conclusion puisque c'est leur principal acte de défense. Après la première exhumation, les restes des défunts ont été enterrés sans grand soin. Le professeur Pied-de-Lièvre, chargé d'établir le rapport d'expertise, a compris la leçon du procès de Poitiers et du mauvais moment passé par son confrère Bérou. C'est pourquoi il est très prudent. Il prend grand soin d'énumérer les incohérences qu'il constate. Par exemple, sur les restes de Lucie Benin, la sœur de Léon Bénard, il trouve 2 mâchoires au lieu d'1, 4 vertèbres en trop, 2 sacrum ou encore des fragments d'os iliaques non complémentaires. Ces 13 bocaux disparus sont finalement retrouvés au laboratoire marseillais du docteur Bérou. Pourtant, celui-ci avait d'abord affirmé sous serment qu'il les avait détruits. Mais comme ils sont réapparus, son adjoint, le docteur Bédaille, a depuis procédé à des expériences sur leur contenu. Naturellement, la défense refuse qu'elle soit prise en compte. En effet, pour 7 cadavres, il reste si peu de choses dans les tombes que les experts refusent de les prendre en compte dans leurs expertises. Marie Bénard n'est donc plus poursuivie que pour 6 empoisonnements. Plus qu'il n'en faut cependant pour qu'elle mérite la guillotine. La Cour de cassation a décidé que le second procès ne se passera pas à Poitiers. Elle estime en effet que les passions sont trop vives dans la Vienne pour que les audiences puissent s'y dérouler normalement. C'est pourquoi elle dépayse l'affaire à Bordeaux. Marie Bénard a donc quitté la prison de la Pierre-Levée à Poitiers pour celle du Fort de A le 10 juillet 1953. C'est dans ce contexte compliqué que s'ouvre le second procès. Nous sommes le 15 mars 1954. Les magistrats ont évidemment changé, c'est d'ailleurs une obligation légale, on ne peut pas être jugé plusieurs fois pour le même juge pour la même affaire, mais les avocats sont les mêmes. Ils se sont même adjoints les services d'une avocate bordelaise, maître Jacqueline Favreau-Colombier, qui plus tard écrira un très bel ouvrage sur cette affaire, Marie Bénard, la force de l'innocence. Pour eux, la stratégie a changé. Il ne s'agit plus de nier la présence d'arsenic dans les corps. De l'arsenic, il y en a partout dans cette affaire. Il y en a même trop. Il s'agit plutôt maintenant d'en contester la provenance. Pour la défense, l'arsenic ne peut provenir que de la terre du cimetière et des eaux de ruissellement, et il a imprégné les corps après leur mort. On parle alors d'arsenic exogène. Les nouveaux experts, quant à eux, retiennent l'hypothèse inverse de l'arsenic endogène, absorbé avant la mort.
Le président Porquerie de Boisserin ouvre l'audience avec son accent méridional, tandis que le parquet, représenté par l'avocat général Steck, fourbit ses arguments. C'est qu'il est bien décidé à obtenir une condamnation sévère, même si en fait tout le monde commence à douter un peu de la culpabilité de l'accusé. Le procès commence par l'interrogatoire de Marie Bénard. En effet, en droit pénal, la procédure est orale, et aucun des éléments de l'affaire ne doit être dissimulé au juré. C'est ensuite le long défilé des témoins, comme au premier procès, mais ça n'apporte toujours pas grand-chose. Il faut néanmoins que je vous parle des témoignages de deux témoins clés, Auguste Massip et Louise Pintou, toujours eux. Auguste Massip tout d'abord. Vous vous souvenez que le bonhomme avait fait une prestation déplorable lors du premier procès devant la cour d'assises de Poitiers. Devant celle de Bordeaux, c'est pire. C'est un véritable spectacle de clown que Massip donne aux magistrats et au public médusé. Il gesticule, il crie, il pleure, il hurle, et il finit même par s'asseoir par terre devant la barre, et il mime comme s'il était dans sa carriole avec Louise Pintou ce fameux jour de la Toussaint 1947, lorsque celle-ci lui aurait confié la fameuse confidence de Léo Bénard sur son lit de mort. Tout ceci n'a évidemment pas sa place devant une cour d'assises, et le président Porquerie de Boisserin ne le laisse même pas finir. La cour décide aussitôt que la déposition de Massip Auguste n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité. Il sera passé outre au débat. Il faut dire que les frères Massip ne sont pas vraiment des témoins clés dans cette affaire. Les policiers et le juge d'instruction ont sans doute accordé un peu trop d'importance à leur témoignage lors de l'enquête. Mais Auguste Massip n'est que le miroir un peu fêlé qui reflète de façon déformée les affirmations de Louise Pintou. Et Louise Pintou, puisqu'on en parle, c'est à son tour de témoigner. La Pintou, comme l'appelle maintenant la presse et le public. Devant la seconde cour d'assises, elle renouvelle son accusation. Oui, Léon Bénard lui a bien dit sur son lit de mort que Marie l'avait empoisonné, et non, elle n'a jamais été la maîtresse de Léon. Maître Gautrat lui pose alors cette question. « Madame Pintou, aujourd'hui, avez-vous un doute sur la culpabilité de Marie Bénard ?» Un silence, puis Louise Pintou répond dans un murmure. « Oui, j'en ai un. Bien sûr, la cour appréciera. » Mais pour tout vous dire, les personnages principaux de ce procès, ce ne sont plus les témoins. Après tout le monde sait ce qu'ils vont dire. Les témoins de l'accusation vont charger Marie Bénard et ceux de la défense vont tenter de l'innocenter. Avec eux, point de surprise, point de coup de théâtre. Les véritables personnages principaux de ce second procès, ceux que tout le monde attend, ce sont évidemment les experts. En effet, ce sont les experts qui ont perdu le premier procès, celui de Poitiers. Leurs collègues vont-ils gagner celui de Bordeaux? Pour ce second acte judiciaire, la justice a choisi des experts incontestables. Il s'agit du professeur Émile Conabrest, directeur de l'Institut médico-légal de Paris et professeur à l'Institut de médecine légale, du professeur Henri Griffon, directeur du laboratoire de toxicologie de la préfecture de police, et de René Fabre, doyen de la faculté de pharmacie de Paris et professeur de toxicologie. On s'en doute, ces trois experts sont beaucoup plus prudents que ne l'a été le Marseillais Bérou lors du premier procès. Et ils ont bien raison de l'être. Avec les précautions d'usage, le professeur Fabre dit qu'il ne sait pas si l'arsenic est soluble ou pas dans un milieu en décomposition. Et il est dans son rôle de scientifique de dire qu'il sait lorsqu'il sait et qu'il ne sait pas lorsqu'il ne sait pas. Ça arrange bien la défense qui en profite pour continuer d'instiller le doute entre l'hypothèse de l'arsenic endogène et de l'arsenic exogène. Le professeur Conabrest, quant à lui, se déclare certain que l'arsenic a été absorbé avant la mort. Immédiatement, les avocats contre-attaquent. « Professeur, il y a des erreurs. Selon votre analyse du cadavre de la mère de Marie Bénard, elle aurait dû avaler 18 grammes de poison
alors qu'un demi-gramme suffit pour mourir immédiatement. Je me refuse à faire mes calculs en public, mes résultats sont exacts, réplique le savant. Le soir même, les deux experts rentrent à Paris, laissant seuls leurs collègues entre les griffes des avocats. Pour aboutir à sa conclusion, le professeur Griffon a utilisé une méthode nouvelle à l'époque, la méthode atomique. Et pour ça, il a utilisé la pile Zoé, la première pile atomique française qui a été créée par Frédéric Joliot-Curie, le beau-fils des prix Nobel Pierre et Marie Curie, et lui-même prix Nobel. Il s'agit de bombarder de neutrons les cheveux qui sont susceptibles de contenir de l'arsenic. Si c'est le cas, les neutrons sont absorbés par le cheveu, et si en revanche il n'y a pas d'arsenic, alors les neutrons traversent librement le cheveu sans s'y arrêter. Il suffit alors de mesurer les radiations avec un compteur Gégère, et de plus il est même possible de localiser l'endroit précis du cheveu où l'arsenic s'est déposé. Plus c'est loin de la racine, plus l'absorption est ancienne. Et c'est tout cela que le professeur Griffon va expliquer à la cour d'assises. Il est formel, il y a bien de l'arsenic dans les cheveux de Léon Besnard. Maître Gautrat se lève alors du banc de la défense. Il entreprend d'exposer que la méthode de la pile Zoé utilisée par le professeur Griffon est encore récente et qu'en plus elle est critiquée par certains scientifiques, dont le médecin légiste qui a réalisé le second rapport. Le professeur Griffon lui répond vivement qu'en tant qu'avocat, il n'a aucune compétence scientifique pour le contredire. Le ton monte et le président finit par interrompre ce débat qui menace de s'envenimer. Et pour tenter de savoir si oui ou non ce fameux arsenic est soluble dans l'eau et s'il peut avoir contaminé les cadavres après leur mort, il accepte d'entendre les scientifiques proposés par la défense. Enfin, dirons-nous, car c'est sans doute ce que le juge d'instruction Roger aurait dû faire dès le début de l'instruction. Le code d'instruction criminelle ne permettant pas d'entendre les scientifiques comme experts, c'est comme témoins qu'ils vont prendre la parole. Il s'agit de Marcel Lepeintre, ingénieur chef du laboratoire de chimie du service des eaux de la ville de Paris, du docteur Olivier, biologiste et médecin conseil dans un établissement thermal, et du professeur Kelling, professeur à l'Institut national d'agronomie. Mais pourquoi avoir choisi ces scientifiques, dont la carrière et les compétences nous semblent tout à fait honorables, mais sans aucune mesure avec la réputation des experts nommés par la justice? Eh bien, parce que ce sont tous les trois des spécialistes de l'eau. Cette eau dans laquelle baignait le cadavre de Léon Besnard, cette eau qui a peut-être dissous l'arsenic présent dans la terre du cimetière avant de contaminer, peut-être, les restes des victimes supposées de Marie Besnard. Très vite, ces trois témoins arrivent à semer le doute dans l'esprit des magistrats et des jurés. La conviction des scientifiques vient à bout des certitudes, même de celle de l'avocat général. D'autant plus que l'on apprend que le gardien du cimetière cultivait des pommes de terre dans une parcelle inoccupée. Nous sommes après la guerre et la période est à la pénurie, et que le cher homme utilise de l'arsénate de plomb pour débarrasser ses chères patates des doryphores. Et l'arsénate de plomb, c'est encore de l'arsenic. L'avocat général Steck, sentant la tête de Marie Besnard lui échapper, ou sinon la tête, du moins une sévère peine de prison, l'avocat général suggère alors au président d'entendre un nouvel expert. Et oui, encore un. Cette fois, il s'agit de Louis Truffert. Monsieur Truffert enseigne la chimie toxicologique à la faculté de médecine de Paris et il va être chargé par la cour d'arbitrer la bataille de l'arsenic. Vous vous souvenez, l'arsenic endogène contre l'arsenic exogène. Et à ce moment-là, personne ne connaît encore l'avis de ce jeune expert et tout peut encore basculer dans un sens ou dans un autre. Apparaît M. Truffert. Celui-ci commence par exposer ses propres conclusions, qu'il confronte à celles de ses confrères. Et il termine sa démonstration en affirmant que les analyses menées par les témoins de la défense sont exactes, donc que les experts nommés par la justice se sont trompés. Dès lors, il apparaît bien difficile d'aboutir à une condamnation avec ce qui reste du dossier, essentiellement les affirmations douteuses de Louis Pintou et les délires d'Auguste Massip.
Beaujoueur, l'avocat général, déclare qu'il s'attache essentiellement à la vérité scientifique et que pour le reste, il s'en remet à la sagesse de la cour. Après 1 heure et demie de délibération, l'audience reprend et là, second coup de théâtre, dans cette affaire ayant déjà connu de multiples rebondissements, la cour refuse à nouveau de juger Marie Bénard. Cette fois, elle décide que l'accusée sera immédiatement remise en liberté dans l'attente d'un troisième et, tout le monde l'espère, enfin dernier procès. Marie Bénard est enfin libre après 5 ans passés au séchoir. 5 ans pendant lesquels elle a toujours affirmé être innocente du meurtre de ses chers défunts. Contre toute attente, Marie Bénard décide rapidement de revenir habiter Loudun. Comme d'habitude, il y a 2 camps que tout oppose, ceux qui croient à son innocence et qui se réjouissent de son retour, et ceux qui au contraire sont persuadés qu'elle a assassiné toute sa famille pour hériter. Et c'est là que cette femme, à l'éducation rudimentaire, se met à écrire toute seule ses mémoires. Je ne suis guère sorti pendant tout ce temps que pour aller juste à côté, faire les courses indispensables. Le boulanger, l'épicerie, la charcuterie. Chaque commerçant paraissait heureux de me revoir. « Alors, vous voilà revenue, Madame Bénard, cela fait plaisir, on vous a fait bien de la misère. » Mais je n'avais vu encore que les amis intimes qui s'étaient empressés de venir m'apporter leur sympathie. Maintenant que le plus gros du travail était fini, là elle parle du nettoyage de sa maison qui était restée abandonnée pendant 5 ans, j'allais avoir le temps de sortir. Ce 2e mardi de juin, c'était la foire de Loudun, jour de gros marché. Je décide d'aller jusqu'au bout de la ville. Parti à 10 h du matin, à 3 h de l'après-midi, j'étais encore à trinquer avec toutes les connaissances qui voulaient fêter mon retour. Ce jour-là, bien sûr, on chuchotait sur mon passage. « Voilà Marie Bénard, elle est revenue !» Mais tous ceux qui me connaissaient me montraient une telle amitié que ce n'était pas gênant. Il fallait bien qu'une fois que ça se passe. Et les coups de chapeau et les aimables sourires disaient assez qu'ici personne n'avait cru à toutes les méchancetés que quelques-uns avaient répandues. Elle va ainsi attendre longtemps que la science et la justice veuillent bien enfin se prononcer définitivement sur son sort. Elle va encore attendre 7 longues années.